il arrive parfois que le passé ne cesse d'être présent. Depuis un siècle, le naufrage du Titanic ne cesse de fasciner les générations et d'alimenter l'imagination. Au moment de sa mise en service, le Titanic était le plus somptueux et le plus imposant paquebot au monde. Il passait pour être le plus sûr à naviguer sur les flots. Il n'a même pas terminé son premier voyage. Accompagnez-nous à bord du Titanic pour un voyage pour l'histoire. La mise en service du Titanic répond à une âpre compétition commerciale qui visait à s'attirer le plus grand nombre de voyageurs océaniques. Indiscutablement, l'Angleterre dispose alors de la mainmise sur l'Atlantique Nord. Mais sa suprématie est remise en cause lorsque l'Allemagne effectue une percée triomphale en inaugurant l'ère des grands vapeurs à 4 cheminées. Deux sociétés, la Norddeutscher Lloyd et Hamburg America Line lancent successivement de nombreux navires, dont le Kaiser Wilhelm der Groß, le Deutschland, le Kronprinz Wilhelm ou encore le Kaiser Wilhelm II, tous détenteurs du record de vitesse. L'Angleterre réplique par le biais de la White Star Line avec les 4 grands, le Celtic, le Cédric, le Baltique et l'Adriatique, mis en service de 1899 à 1907. Mais, en janvier 1902, la White Star passe sous contrôle financier américain, rachetée par l'International Mercantile Marine, IMM. L'amirauté britannique subventionne alors la Cunard Line pour qu'elle lance le Lusitania et le Mauretania en 1907. Tous deux décrochent le ruban bleu, pavillon récompensant la traversée la plus rapide de l'Atlantique Nord. La White Star réplique en misant sur d'importantes unités qui n'ont pas leur semblable. 3 immenses paquebots sont programmés, l'Olympique, le Titanic et le Gigantic, qui sera rebaptisé Britannic. Le projet est présenté à Bruce Ismay, le président de la White Star, le 29 juillet 1907. La lettre d'accord est signée le lendemain. Ismay donne son mot d'ordre, nous voulons le plus grand et le meilleur bateau que vous puissiez construire aux conditions les plus sûres. L'annonce officielle de l'accord a lieu le 11 septembre 1907. Le projet est à ce point ambitieux que, pour construire ces navires, les chantiers Harland et Wolff, situés à Belfast, en Irlande du Nord, doivent procéder à de nombreux changements. 3 rabouts sont remplacés par 2 berceaux géants, enjambés par un portique. Construit sous les directives de l'ingénieur Sir William Harrol, le portique mesure 256 mètres de long, 80 mètres de large et 70 mètres de haut. Une grue mobile surmonte le portique et dispose d'une portée de levage de 41 mètres et d'une capacité de levage de 3 tonnes. Lord Peary fait acheter une grue flottante en Allemagne d'une portée de 50 mètres et d'une capacité de levage de 250 tonnes. Les travaux d'aménagement d'Harland et Wolff s'achèvent en 1908 pour un coût total de 100 000 livres sterling. Dans son livre Une promenade au pays de la science, paru en 1908, P. Louis Rivière s'interroge sur la nécessité de construire des paquebots de plus en plus gros. Où s'arrêtera-t-on, se demande-t-il face à ses lecteurs contemporains. Vous savez, pour les avoir contemplés dans nos ports, ce que sont les géants de la mer, capables de pareille performance. Prenons notre Provence. Elle mesure 190 mètres de long et déplace 19 000 tonnes. Les dimensions de la Provence ont été dépassées par celles du Deutschland et du Lusitania, avec des longueurs respectives de 200 et 239 mètres. Récemment, la compagnie Cunard, qui veut, à tout prix, conserver son record, lançait un nouveau champion, le Mauretania, dont la longueur est de 240 mètres, et le déplacement de 45 000 tonnes. La largeur de ces 4 cheminées est telle que dans chacune d'elles pourraient circuler des wagons de notre métropolitain. La maison flottante a fait place à la ville flottante. Enfin, l'on annonce qu'une autre compagnie anglaise, la White Star Line, va mettre en chantier 2 autres Léviathans, mesurant 300 mètres de long.
c'est-à-dire que, dressés debout, leur étrave atteindrait le sommet de la tour Eiffel. L'époque est à la démesure du machinisme triomphant avec la croyance de domination de l'homme sur la nature. Cette autosuffisance se base sur l'avancée technique consécutive à la révolution industrielle. Indiscutablement, l'avenir ne sera que meilleur. Telle est l'appréciation des gens de cet âge d'or. L'astronome Camille Flammarion explique en 1884. Lorsqu'on songe aux progrès réalisés dans notre seul 19e siècle, chemin de fer, télégraphe, application de l'électricité, photographie, téléphone, etc., on se demande quel serait notre éblouissement si nous pouvions voir ici les progrès matériels et sociaux que le 20e, le 21e siècle et leurs successeurs réservent à l'humanité à l'avenir. L'esprit le moins optimiste prévoit le jour où la navigation aérienne sera le mode ordinaire de circulation. La science, la philosophie font en ce moment un pas considérable en avant de tout ce qui avait été fait jusqu'ici dans toutes les branches des connaissances humaines, un progrès gigantesque, calme, tranquille, pacifique, dont nous n'apprécions pas encore nous-mêmes la portée, mais qui transformera la face des choses. Le 20e siècle sera le premier siècle de la vraie philosophie, si l'humanité continue de marcher en avant et de suivre la devise de la science, Excelsior. Dans une promenade au pays de la science, P. Louis Rivière se réjouit lui aussi des progrès accomplis. Ne semble-t-il pas que nous soyons un peu revenus au temps des magiciens et des enchanteurs? Chaque jour, vous entendez parler d'un fait surprenant, d'une découverte merveilleuse, d'une invention étrange, tellement que nous aurons bientôt perdu la faculté de nous étonner. Les songes les plus chimériques sont en passe de devenir des réalités, ce qui prouve bien qu'en toute chose les rêveurs et les poètes n'ont été que les précurseurs. Une des préoccupations de l'homme a toujours été de se mouvoir plus rapidement sur la surface du globe. En abrégeant les distances, il arrive un peu à être le maître de l'air, comme disent les orientaux. Dans son édition du 24 février 1912, le journal L'Illustration rapporte. La marine marchande constitue l'une des bases, la principale peut-être, de la civilisation moderne. Saluant les progrès, les Annales rapportent en 1912. La navigation est, bien certainement, une branche de l'activité humaine dans laquelle s'est le plus et le mieux manifesté le progrès sous diverses formes. La navigation transatlantique en a été tout particulièrement le témoignage. Dans son édition du 8 juin 1912, l'Illustration explique. La lutte engagée depuis quelques années entre les compagnies de navigation étrangères semble inspirée surtout par le désir de frapper l'imagination de la clientèle en s'adjugeant et en conservant deux records, celui de la vitesse et du confort. C'est ainsi que l'on est arrivé à construire les derniers paquebots monstres pour lesquels il a fallu cependant tenir compte des exigences commerciales. Aussi, tout en forçant sur le tonnage pour accroître la splendeur des aménagements, on s'est préoccupé d'accroître le nombre des passagers. D'autre part, on table sur l'augmentation de la vitesse pour augmenter le nombre des voyages au cours d'une année. Le premier élément de la quille de l'Olympique est posé le 16 décembre 1908. Le 31 mars 1909, c'est au tour de celui du Titanic. Au milieu des bruits des mouvements des grues, des masses frappant les rivets et autres sonorités, une carcasse géante d'abord commence à prendre forme, puis une seconde à sa droite. 300 charpentes indispensables à un seul navire ont été dessinées grandeur nature à la craie, sur le sol d'un hangar prévu à cet effet. Les charpentes sont ensuite fabriquées dans une fonderie, puis elles sont mises en place dans le portique, donnant ainsi la forme squelettique du navire. Le corps de métier le plus pénible est celui des ouvriers riveteurs. Payés à la pièce afin d'accélérer le mouvement, ils s'emploient au métier le plus pénible de la construction d'un bateau. Même s'il existe des riveteuses hydrauliques pour enfoncer des rivets en acier, elles sont inefficaces dans certaines parties en raison des courbures de la coque. Des ouvriers effectuent alors à la main le travail de la machine.
Comme les dimensions des deux paquebots les empêcheront d'amarrer à Cherbourg, Bruce Ismay passe la commande à Harland et Wolff, le 25 juin 1910, du transbordeur nomadique pour le transfert des passagers de première et deuxième classe. Puis, le 19 juillet suivant, l'armateur passe commande pour le trafic, un transbordeur devant recevoir les émigrants. L'Olympique est lancé le 20 octobre 1910. La mise à l'eau ne dure que 62 secondes. La coque atteint une vitesse de 12 nœuds en entrant dans le fleuve Lagan. Elle est finalement freinée par 6 chaînes et 8 tonnes de câbles. L'événement est glorieux. Le 29 octobre suivant, l'Illustration rapporte. L'Olympique, lancé le 20 octobre à Belfast par les chantiers Harland and Wolff pour le compte de la White Star Company, est bien le plus grand navire jamais construit. Le record appartenait, depuis 3 ans, au Lusitania. Son équipage sera de 860 personnes, et il pourra transporter 2500 passagers. Ceux-ci trouveront à bord tout le confort d'un palace hôtel, car l'Olympique avec ses 11 ponts et tôles d'acier, dont un pont promenade, leur offrira un café floral, au treillage garni de plantes grimpantes, une salle de bal et un skating rink, des bains turcs, des cours de tennis, un gymnase, une piscine et une garderie pour enfants. Le nouveau navire ne restera pas longtemps seul de son espèce, car la même compagnie s'apprête à lancer en janvier, un paquebot de semblable dimension, le Titanic. On se demande quel monstre la Cunard, et les autres compagnies rivales, vont imaginer pour surpasser encore ces colosses. La construction des transbordeurs nomadiques et trafic débute le 22 décembre 1910. Leur fabrication s'effectue rapidement. Le nomadique est lancé le 25 avril 1911 et le trafic le 27 avril. Pendant ce temps, la construction de la coque du Titanic se poursuit. Puis, par un jour radieux, un attelage de 20 chevaux traverse les rues pavées de Belfast, tractant un chariot portant l'ancre centrale du Titanic, fabriqué par la fonderie Messrs N. Angley et Son. Son poids est de 15 tonnes et demie. Le nomadique effectue ses essais en mer le 16 mai. Le trafic en fait de même le 18. Le 27 mai, les deux transbordeurs sont livrés à la White Star. Le 29 mai, l'Olympique quitte le quai pour un essai dans l'estuaire de la ville qui doit durer 2 jours. Le 31 mai suivant, il est livré à la White Star. Le Titanic est lancé ce même jour. La cale de construction est ouverte au public. Posté à l'embouchure du fleuve Lagan, le ciel Webernag est transformé en poste d'observation. Une foule se positionne sur le quai Prince Albert, en face des chantiers. L'entrée étant payante, on fera don de la collecte à 2 hôpitaux pour enfants. Il est presque midi quand Laure Pirrie, accompagnée de Madame, accueille les invités de marque, parmi lesquels figurent J. Bruce Ismay et son épouse Florence. L'assistance compte encore John Pierpont Morgan et le Lord-Maire de Belfast. À midi, le groupe prend place dans une grande tribune. Le flanc bâbord du Titanic, peint en noir, se dresse, énorme devant eux. Comme il est de coutume à la compagnie de navigation et au chantier naval, il n'y a pas de cérémonie de baptême, aucune bouteille de champagne n'est brisée contre la coque. À midi 10, on tire une fusée rouge qui annonce que l'immense coque va bientôt être lancée. Quelques minutes plus tard, une nouvelle fusée rouge est lancée. Laure Pirrie fait un signe et un ouvrier manœuvre la commande de la soupape de largage. Soudain, les ouvriers qui sont sur le pont du géant, le sentent bouger et poussent des hurrahs de joie. Ceux qui sont à terre les imitent. L'imposante masse de 26 000 tonnes d'acier de la coque du Titanic commence à faire un mouvement en arrière. L'imposant gouvernail fend les flots. Au milieu de craquements de bois, de cliquetis d'énormes chaînes, la carcasse géante prend de plus en plus de vitesse, entraînée par son propre poids, glissant sur son berceau, à la joie des visiteurs. Le Titanic entre dans le fleuve Lagan en 62 secondes. Élancé, l'immense coque continue sa progression, glissant sur environ 2 fois sa longueur en atteignant la vitesse de 12 nœuds.
Les 6 ancres et les 2 masses de chaîne, pesant chacune 80 tonnes, accrochées par des haussières en acier d'un diamètre de 14 cm, la freinent et l'arrêtent enfin. La mise à l'eau vient d'être effectuée avec succès. À 15 h, la famille Ismay, J.P. Morgan, les Piri et les autres invités de marque embarquent sur le prestigieux Olympique, qui appareille à 16 h 30, accompagné par les transbordeurs nomadiques et trafic. Les 2 navettes mettent directement le cap sur Cherbourg, tandis que le géant des mers joint Liverpool, en Angleterre, son port d'attache, et y arrive le lendemain. Le soir même, il lève l'ancre pour rejoindre la ville de Southampton, située au sud de l'Angleterre, qui contient le port principal de la compagnie inaugurée en 1907. L'Olympique y est approvisionné en charbon et en nourriture. Puis, le 14 juin 1911, il prend la mer pour son voyage inaugural. Bruce Ismay participe au voyage. Il prépare un rapport détaillé sur l'agencement, les installations et le service du liner. On compte aussi l'ingénieur Thomas Andrews, l'un des concepteurs du navire. Le paquebot est commandé par le capitaine Edward John Smith, connu dans le monde maritime sous les initiales de EJ, travaillant pour la White Star depuis 1880 et commandant depuis 1887. Il a été promu Commodore en 1904 et la White Star lui confie ses meilleurs paquebots. L'Olympique effectue une escale à Cherbourg, en France, le soir même, puis une autre à Cobh, alors Queenstown, en Irlande, le lendemain. Le 21 juin, il arrive au chenal d'Ambrose. C'est en grande pompe que le plus grand paquebot du monde est acclamé pour sa première arrivée dans le port de New York. Il est salué par les pavillons des autres bateaux, tandis que les sifflets de marine mugissent. L'immense vapeur double la Statue de la Liberté et remonte North River, faisant défiler l'île de Manhattan sur tribord. Un pilote monte à bord et 12 remorqueurs aident le géant à gagner son poste d'amarrage, construit pour ce nouveau navire. Soudain, alors qu'il manœuvre le long du quai 55, un effet de succion aspire le remorqueur O.L. Alembeck qui se trouve à l'arrière du géant. Le remorqueur vient écraser sa poupe contre le liner qui, lui, ne subit rien. L'Olympique prend son rythme de croisière. Mais, le 20 septembre, alors qu'il effectue son 4e voyage de Southampton à New York, il entre en collision avec le croiseur de la Royal Navy, le HMS Hawke. D'importantes réparations doivent être effectuées à Harland et Wolff. Le Titanic a été retiré de la cale sèche pour laisser la place à l'Olympique, afin de réparer les dégâts de l'accident. Ces travaux provoquent une suspension de la finition du Titanic et entraînent le retard de sa livraison. Initialement prévue pour le 20 mars de l'année suivante, la mise en service doit être repoussée. Le 10 octobre 1911, la White Star annonce la nouvelle date du voyage inaugural. Le Titanic appareillera de Southampton le 10 avril 1912. Les réparations de l'Olympique durent 6 semaines et demie, lui faisant ainsi manquer 3 traversées. Le coût des réparations s'élève à 250 000 livres sterling, auxquels s'additionne le manque à gagner. L'Olympique quitte enfin Belfast le 20 novembre pour se rendre à Southampton et, 9 jours plus tard, appareille pour New York. Le 24 février 1912, il heurte une épave et perd une pale d'hélice. Nouveau retour à Belfast. Afin de remplacer le plus rapidement possible l'hélice défectueuse, on en prend une du Titanic. Ceci annule le départ de l'Olympique prévu pour le 6 mars 1912. Le lendemain, le paquebot quitte de nouveau Belfast pour Southampton. Et, le 12 mars 1912, appareille pour New York où il arrive sans encombre.
Au chantier naval, l'armement du Titanic se poursuit, tandis que le Britannique est mis en chantier le 30 novembre 1911. Sa mise en service est prévue pour 1914. Le principal souci des architectes qui ont conçu le Titanic a été de construire un paquebot aux normes de sécurité élevées. Après avoir exposé les plans, Thomas Andrews a conclu « Nous sommes pratiquement insubmersibles ». Le Titanic est doté d'un double fond qui le protège d'un échouage ou d'un talonnage. La coque est elle-même divisée en 16 compartiments séparés par 15 cloisons étanches. Les 2 premières et les 6 dernières cloisons montent jusqu'au pont D, tandis que les 7 autres atteignent le pont E. Théoriquement, ces compartiments devraient maîtriser l'eau en cas d'avarie et permettre au navire de rester à flot. Plusieurs scénarios de collision ont été imaginés, avec 2 compartiments joints entièrement inondés, à n'importe quel endroit du bateau, celui-ci continuera à flotter. On a pensé aussi à un choc frontal, si bien que si 3 des 5 premiers compartiments de la proue sont envahis par la mer, le bâtiment survivra. La marge de sécurité a été poussée. Le navire flottera encore si les 4 premiers compartiments sont entièrement inondés. Les cloisons sont équipées de portes étanches qui ne demandent qu'un délai de 25 à 30 secondes pour être fermées depuis la passerelle. On peut aussi les fermer manuellement. Elles peuvent encore être fermées indépendamment ou collectivement. Si personne ne ferme les portes, ce sont des flotteurs de sécurité placés à un certain niveau qui déclenchent leur fermeture automatique. Pour lutter davantage contre l'invasion des eaux, 3 pompes de cale et 5 pompes à ballast peuvent évacuer 400 tonnes d'eau par heure, ce qui constitue une puissance inégalée. Le Titanic apparaît comme un véritable chef-d'œuvre de technicité maritime. Le magazine anglais Shipbuilder, une revue spécialisée, s'extasie littéralement devant cette technologie de pointe, dans une édition spéciale parue en 1911, et le déclare « pratiquement insubmersible ». Le Titanic dispose d'un type de bossoir fabriqué par la société Welin David & Engineering Company Limited. Par leur conception, ces bossoirs à basculement permettent théoriquement de mettre plusieurs embarcations à la mer en un temps moindre qu'avec les bossoirs traditionnels. Depuis 1894, la loi impose à un navire de disposer d'une capacité de secours de 980 places dans les bateaux de sauvetage. Le Titanic est équipé de 14 canots de sauvetage, longs de 9,14 m et larges de 2,77 m, ont une capacité théorique de 65 places chacun, offrant ainsi un total d'accueil de 910 personnes. 2 barques de secours sont placées à l'avant du pont supérieur. Longues de 5,58 m et larges de 2,18 m, elles peuvent recevoir 40 personnes chacune. Avec ses 990 places disponibles, le navire est suréquipé par rapport aux normes. Cependant, pour une apparence de prestige, 4 radeaux de type Angellard ont été ajoutés. Il s'agit de radeaux au fond en planche et le flanc pliant en toile, désignés par les lettres A, B, C et D. Ces radeaux, longs de 7,75 m et larges de 2,45 m, peuvent recevoir 47 personnes chacun. De fait, le Titanic est suréquipé par rapport aux directives ministérielles alors en vigueur. Il offre 1178 places dans ses chaloupes, soit 198 places de plus que ne l'exige la réglementation. Fabriqués par la société McAllister & Son, ces canots sont installés sur le Titanic en janvier 1912. Initialement programmés pour débuter le 1er avril 1912, les essais du Titanic sont repoussés au lendemain en raison du mauvais temps. L'ingénieur Thomas Andrews embarque à bord du Titanic. Ismay, qui n'a pas pu venir, a chargé son associé Harold Sanderson de le remplacer. Pour être éloigné du quai, le Titanic est allé par 4 remorqueurs, le Herald et l'Hornby à l'avant, ainsi que l'Huskinson et l'Herculaneum à l'arrière. Il passe la rivière Lagan et le chenal de Victoria, puis entre en mer d'Irlande. Les tests sont effectués sous la surveillance du contrôleur du ministère du Commerce, Francis Caruser.
pare-brise légère mettant clair, le Titanic effectue ses essais dans le Belfast Lough, une grande baie à l'est de North Channel, en mer d'Irlande. Les tests durent 12 heures au total. Le paquebot atteint une vitesse maximum de 20 nœuds et demi. Alors que les machines sont en avant toutes, on donne l'ordre de les stopper. Le liner parcourt une distance de 800 mètres avant de s'immobiliser. Des essais à vitesse variée sont effectués. On procède aussi à des tests de braquage et à un ajustement des compas. Vérification faite, tout est en ordre à bord du navire. Les essais sont satisfaisants. Dans la soirée de ce 2 avril, peu après 20 heures, le Titanic quitte définitivement les chantiers navals. Il met le cap directement sur Southampton, d'où il sera préparé pour son voyage inaugural. Nous l'avons tous salué dans son départ. Ils étaient tous contents. Ils partaient. Et on chantait tous « Bon anniversaire !»« Bon voyage !» Le géant arrive au sud de l'Angleterre le soir du mercredi et, de nuit, il passe l'île de Wight, puis remonte Southampton Water et entre dans le port. Peu avant minuit, aidé de remorqueurs, le paquebot accoste par bâbord au quai 44 Océan Terminal, dans le récent White Star Dock de Southampton. Les bureaux centraux de la White Star à Liverpool sont alors informés que le Titanic est arrivé sans encombre à destination. En 1912, l'Angleterre est frappée par une grève minière. Le 2 mars, le journal L'Illustration rapporte que la menace de la grève plane sur le Royaume-Uni, comme celle du plus formidable désastre économique. Nombreux sont les paquebots à ne pas pouvoir prendre la mer. Les usagers utilisent donc des compagnies étrangères. De fait, le manque à gagner s'intensifie. Patrons et ouvriers parviennent enfin à conclure un accord, le 6 avril. L'accord est ensuite soumis au Parlement. Mais cette reprise tardive du travail ne peut suffire au Titanic qui appareillera dans 4 jours. Alors que le géant quittait Belfast, il avait dans ses soutes 1880 tonnes de charbon, ce qui est bien inférieur à la quantité qui devra être utilisée pour sa traversée inaugurale. De ce fait, au cours de sa précédente traversée dans le sens ouest-est, l'Olympic a apporté une quantité suffisante pour lui et un peu pour son sister ship. On a aussi réquisitionné le charbon de 2 navires de la White Star, le Majestic et l'Océanic ainsi que celui du New York, du Saint-Paul, du Philadelphia et du Saint-Louis de la compagnie American Line, appartenant elle aussi au groupe IMM. Bon nombre de marins sans revenus espèrent obtenir les places du Grand Transatlantique. Beaucoup de membres d'équipage de l'Olympic ont été transférés à bord du Titanic. Comme la grève a mis en panne plusieurs bateaux, de nombreux passagers sont transférés à bord du tout nouveau paquebot. Cette proposition engendre la joie de certains. Nous n'étions pas censés voyager sur ce bateau. Nous devions en prendre un autre. On a appelé mon père et on lui a dit qu'il y avait de la place sur le Titanic. Aimeriez-vous y aller? Bien sûr, il était content. Puis il a dit à ma mère, nous allons faire partie du premier voyage du Titanic. Il était si heureux. Le mercredi 10 avril 1912 est un jour d'effervescence. Il prend la mer aujourd'hui, annonce le Southampton Sun, tandis que de l'autre côté de l'Atlantique, le New York Herald proclame, le Titanic quitte Southampton aujourd'hui pour son premier voyage à travers l'Atlantique. À 6 heures, l'ingénieur Thomas Andrews embarque à bord du géant, en même temps que l'équipage. Le capitaine Smith embarque vers 7h30. À 8 heures, on hisse, à la poupe du navire, le Blue Ensign, le pavillon bleu de la marine de réserve. L'équipage est passé en revue. Après quoi est entreprise l'inspection du navire. Le paquebot est de nouveau examiné par Maurice Harvey Clark, officier de l'émigration et inspecteur du ministère du Commerce et de l'Industrie. Les canaux numéro 11 et numéro 15 sont mis à l'eau. Un tour de bassin est effectué, puis ils sont ramenés à bord.
guidé par le docteur William O'Loughlin et par l'assistant de celui-ci, le docteur J. Edward Simpson, l'inspecteur Clark va jusqu'à examiner les draps des quartiers de l'équipage. L'officier Lightoller le décrira comme un homme pointilleux. Le superviseur de la Chambre des commerces, le capitaine Clark, était certainement à la hauteur de sa réputation comme étant le plus strict représentant dans le sud de l'Angleterre à cette époque. Les déclarations d'officiers à propos de petits détails qui auraient satisfait notre surveillant n'étaient pas assez bonnes pour Clark. Il devait tout voir, vérifier lui-même chaque article qui entrait dans l'étude. Il n'acceptait de personne un mot comme suffisant. Il faisait son travail, et je dirais qu'il le faisait à fond. Il est 9h30, quand J. Bruce Ismay, son épouse, leurs 3 plus jeunes enfants et la gouvernante, arrivent sur le quai à bord d'une limousine. Seul le valet de chambre, le secrétaire et l'armateur voyageront à bord du paquebot. Le reste de la famille qui est présent va effectuer une randonnée au pays de Galles. Fier, Ismay emmène sa famille dans une visite guidée. À 9h30, un train arrive à Southampton, apportant des passagers de 2e et 3e classe. Plusieurs passagers arrivent aux environs de 10 heures par leurs propres moyens de locomotion. À 11 heures, un autre train paquebot arrive sur le quai à l'Océan Terminal. Les passagers de ce train vont traverser l'Atlantique dans la classe de luxe du Titanic. Bien que le géant des mers soit en partie caché par des grues, des hangars et des infrastructures d'embarquement, sa taille dominante impressionne bon nombre dans l'assemblée. Imposant, le Titanic surplombe toutes les installations du quai. Beaucoup de personnes restent figées, les bras ballants. Pour Charlotte Collier, les autres bateaux du port ont l'air de coquilles de noix à côté de lui. Francis Brown, un passager Southampton Queenstown, en gardera un souvenir impérissable. À gauche comme à droite se dressait une muraille d'acier dominant le toit de la gare que nous venions de quitter. Nous nous trouvions à quelques 12 mètres au-dessus du niveau du quai et pourtant à peine à la moitié du flanc du navire. En bas, les gens paraissaient minuscules. Soudain, on demande aux visiteurs de descendre. L'appareillage est imminent. Le départ va être dirigé par le pilote portuaire George Bowyer. C'est alors que, perçant le ciel et le brouhaha qui règne sur les docks et sur le paquebot, les sirènes mugissent. Il est environ midi. Sous un ciel ensoleillé, 6 remorqueurs, l'Ajax, l'Hector, le Neptune, l'Hercule, l'Albert Edward et le Vulcain, éloignent avec lenteur le gigantesque vapeur du quai, alors qu'aucun autre navire ne fait retentir ses sirènes pour saluer le géant qui entreprend son premier voyage, contrairement à la coutume. Entouré des 6 remorqueurs, le Titanic s'engage dans la rivière du dock et la foule, sur le quai, suit la manœuvre. Arrivé à un certain endroit, le paquebot tourne légèrement sur bâbord et pénètre dans la rivière Test. Mais, quand le Titanic passe devant les navires océaniques et le New York, immobilisé côte à côte par la grève des mineurs, en sortie du port, la force d'attraction de ses hélices provoque un courant sous-marin se traduisant par un effet de succion qui vient happer le New York pourtant distant de 25 mètres. Les amarres du vieux vapeur se tendent et finissent par se briser. Aspiré par l'énorme masse du paquebot, le New York s'approche dangereusement du flanc du Titanic. Sur la passerelle du géant, le commandant Smith fait descendre l'ancre tribord juste au-dessus de l'eau, tandis que le pilote ordonne de stopper les machines. L'effet de succion s'apaise. Le remorqueur Vulcain s'approche du New York pour le remorquer jusqu'au quai le plus proche. Les mois retombent. Jack Taylor, un jeune passager, rapportera. Pour les habitués des grandes traversées, cet incident à la sortie du port était de bien mauvais augure. L'officier Lightoller expliquera. À l'observateur informel, l'incident aurait été juste infrason, peut-être pas bien aussi grand qu'il y aurait eu avec une collision. Pour nous, c'était quelque chose de beaucoup plus profond.
avec 1 heure de retard sur l'horaire, le Titanic entreprend enfin son voyage inaugural et descend sous Hampton Water, doublant Netley et Amble à bâbord, rave à tribord, entre dans la rivière Andrew, dépasse rapidement Calchespie, pénètre dans la Spithead, le Solent. La marche est ralentie, le pilote Bowyer débarque. Puis, le Titanic dépasse Cowes sur l'île de Wight qu'il longe par tribord, puis double East Cowes, Raed, Sandown, Shanklin, Ventnor et s'éloigne enfin de la pointe de Sainte-Catherine. Il est 15 heures, le Titanic entre dans la Manche. Le géant des mers arrive à Cherbourg à 18h30 et double le Fort West. Le paquebot jette l'ancre tribord dans la rade, devant la ville. Les transbordeurs nomadiques et trafiquent la côte. Alors que l'embarquement s'effectue, le soleil se couche et le paquebot géant allume progressivement ses lumières. Enfin, les 2 transbordeurs regagnent le port. L'ancre tribord du Titanic est relevée et celui-ci appareille, à 20h10, pour traverser la Manche de nuit et joindre Queenstown au sud de l'Irlande. Au matin du 11 avril, le capitaine Smith décide de procéder à des essais. On règle les instruments de navigation. Dans les fonds, dans la chaleur tropicale des chaufferies, les chauffeurs enfournent le charbon dans les gueules des béantes chaudières. De l'eau transformée en vapeur fait tourner les machines alternatives et la turbine basse pression qui engendre la rotation des 3 énormes hélices, propulsant ainsi le navire. Puis, Smith fait zigzaguer le prestigieux paquebot. Le Titanic obéit avec aisance à ses manœuvres. Il vire à gauche, puis à droite. Imposant, le géant repousse la mer. Le Titan maîtrise la nature. Helen Churchill Candy, une passagère de première classe, décrira ainsi le navire. Le triomphe de la construction navale commençait son premier voyage, défiant la mer, ont dit les hommes. Mais le défi est donné à ceux qui ont des rivaux. Le gigantesque n'en avait pas. Il était le plus grand bateau jamais construit par les hommes, dans sa construction et sa finition, de la Guillaume de Une, il était l'ultime note du talent et de la compétence et de l'invention. Triomphe était le meilleur mot qui définissait le progrès impérial. Jack Taylor fera savoir. Le Titanic donnait un merveilleux sentiment de sécurité et son équipement de sauvetage avait été prévu pour parer à toutes les éventualités normalement concevables. Ce paquebot représentait le dernier cri en matière de luxe et de technique. Le monde entier le pensait insubmersible. L'officier Lightoller était d'avis. C'était clair pour tout le monde d'abord que nous avions un bateau qui allait créer la plus grande agitation dans les cercles de la navigation britannique comme jamais il n'y en avait eu. Le géant des mers arrive à Cobh, alors Queenstown, à 11h30. Afin d'effectuer passage des aides, un pilote embarque à bord. Le Titanic jette l'ancre tribord à 2000 des côtes, devant Roche-Pointe. 2 navettes à roues à aube, la Relande et l'America, transportent des sacs postaux, des journalistes et photographes, des officiers d'émigration et des passagers. Puis, le drapeau américain hissé au sommet du mât de misaine, le Titanic appareille à 13h40, et, un quart d'heure plus tard, fait retentir par 3 fois sa sirène. Après quoi, toute l'après-midi durant, orchestré par le cri des mouettes, le Titanic longe la côte sud de l'Irlande et ses maisons blanches, distantes de 4 ou 5 milles. Le paquebot dépasse les îles Souveraignes, les falaises de la baie de Court McSherry, le cap Théoeux et l'île de Kege. Alors que le soleil se couche, le Titanic entre enfin dans l'Atlantique. La traversée inaugurale débute pour de bon. Tous les passagers sont pratiquement coupés du reste du monde. Ils commencent à prendre possession du navire qui s'éloigne sur l'Atlantique.
Comme tous les paquebots, le Titanic transporte un microcosme de la société, riches, bourgeois et pauvres. Dans l'entrepont, on trouve des gens de nationalités aussi diverses qu'éloignées. Katie Guinag est issue d'une famille irlandaise habitant dans le comté de Longford, et qui compte 12 enfants. Elle va rejoindre sa sœur aînée Molly à New York. Du même comté qu'elle, il y a James Farrell, d'Agnacliff. Daniel Buckley, âgé de 21 ans, résident à King Williamstown, comté de Cork, en Irlande, mène un groupe qui comporte, notamment, Bridget Bradley, elle aussi de King Williamstown, qui a quitté Ballynullah, pour se rendre chez Mary Bradley à New York. Hollis Abelseth vit dans le comté Perkins, Dakota du Sud, États-Unis, où il a établi une ferme de bétail en 1908. Abelseth revient d'une visite à ses parents qu'il a entrepris à l'automne 1911. Il voyage avec son cousin, Peter Sjöholt, et son beau-frère, Sigurd Moen, ainsi que 3 autres personnes, Adolf Imblen, Anna Salkielsby et Karen Abelseth. Tenant d'un pub à Londres, Bertram Dean, son épouse Etty et leurs 2 enfants, Bertram et Milvina, ont eux aussi embarqué à Southampton. En seconde classe voyagent des gens plus aisés. Benjamin Hart, son épouse Esther et leur fille Eva, ont décidé de refaire leur vie au Canada. Esther est prise d'une terrible crise d'angoisse et ne dort jamais la nuit, mais uniquement le jour. Lauréat d'un prix, Lawrence Beasley est né dans le Wirksworth, Derbyshire, le 31 décembre 1877. Il a été instruit à la Derby School et à Caius College, Cambridge, où il a appris la science. Il est maintenant professeur de sciences naturelles à Dulwich College. Harvey et Charlotte Collier sont de Leatherhead, dans le Surrey, en Angleterre. Harvey y était livreur et Charlotte, domestique de la paroisse. Ils voyagent avec leur fille Marjorie. Ce sont de riches personnalités qui voyagent en première classe. Björstrom Stephenson est le fils d'un des pionniers de l'industrie suédoise. Il est allé habiter Washington en 1909 et est désormais ingénieur des travaux publics. La comédienne américaine de cinéma Dorothy Gibson fait le voyage avec sa mère. Le 17 mars précédent, Dorothy a terminé le tournage de The Easter Bonnet. Elle est ensuite partie avec sa mère, en vacances à Gênes, en Italie. Le 11 avril est sorti à New York un film dans lequel elle est à l'affiche, The Lucky Hold Up. Il y a aussi la courtisée Helen Churchill Candy. Féministe, elle a aussi bien tenu des conférences qu'écrit des livres qui sont devenus des best-sellers. Elle vient de rendre visite à son fils à Paris, qui a eu un accident d'aéroplane. Fabricant de produits chimiques, Arthur Cochrane, de Toronto au Canada, est major dans la milice canadienne et vice-commodore du Royal Canadian Yacht Club. Voyage aussi le colonel Archibald Gracie, cousin de Theodore Roosevelt, ancien président des États-Unis. Historien militaire, Gracie est l'auteur d'un ouvrage intitulé The Truce Abu Chickamauga, qui évoque l'une des batailles les plus sanglantes de la guerre civile américaine. Margaret Brown est une femme qui a toujours essayé de se faire admettre dans la bonne société de Denver. De forte personnalité, Margaret est née à Hannibal, dans le Montana, en 1867. À l'âge de 18 ans, elle a quitté la région pour tenter sa chance à Leadville, dans le Colorado. Au cours d'un pique-nique, elle a fait la connaissance de James Joseph Brown, avec qui elle s'est mariée. La chance leur a souri en 1893, avec la découverte d'un filon qui leur a offert 5 millions de dollars. Mais le mariage s'est soldé par un échec. Du point de vue de la société, cette parvenue n'est pas appréciée. Les Happy Few, quant à eux, sont constitués de personnalités de grand nom, possédant des titres et des fortunes qu'ils héritent de génération en génération. À bord du Titanic, les personnes faisant partie de cette catégorie sociale de passagers sont pour la plupart américaines. Il y a néanmoins quelques représentants de la haute société canadienne, dont Harry Markland Molson, héritier d'une famille de brasseurs et président de la Banque Molson de Montréal, ainsi que Charles Melville Hayes,
président de la compagnie de chemin de fer Canada's Grand Trunk Railway, qui voyage avec sa femme, Clara, et sa fille Oriane Davidson, ainsi que le mari de celle-ci, Thornton Davidson. La haute société britannique est elle aussi largement représentée. On note l'Écossaise Lucy Noel Martha d'Edward, comtesse de Rothes, qui voyage en compagnie de sa cousine Gladys Cherry. Elle rejoint son mari aux États-Unis. Hugh Woolner, fils du célèbre sculpteur et poète Thomas Woolner, est directeur de plusieurs entreprises. Thomas Pierce, héritier des savonneries Pierce, fait la traversée avec son épouse, Edith Wyrne. Le baron anglais Sir Cosmo Duff Gordon a reçu son titre ainsi que sa fortune d'un cousin qui n'avait pas de descendance. Il s'est marié avec Lucy Wallace, veuve de James Wallace, en 1900. Lady Lucy Duff Gordon est célèbre dans la haute bourgeoisie pour avoir réussi à se faire un nom dans l'univers du stylisme. William Thomas Stead est un éditeur londonien bien connu, dont les prises de position dérangent. Ayant débuté un apprentissage chez un négociant à 14 ans, il s'est très vite orienté dans le journalisme. Il a commencé à éditer en 1871, avec la parution du Northern Echo. Le succès a été au rendez-vous et lui a assuré une influence dans le nord de l'Angleterre. Il a été engagé par la Pall Mall Gazette en 1880, qu'il a racheté en 1883 et a édité jusqu'en 1889. L'année suivante, il a fondé la Review of Reviews. Le succès a été au rendez-vous. Stead est un homme qui s'implique aussi dans la législation sociale ou encore dans la réforme du code criminel en Angleterre. Il soutient la cause féministe comme le droit de vote. Il n'hésite pas, aussi, à visiter les colonies anglaises et y dénoncer les conditions de vie. Ses prises de position en faveur des Africains lors de la guerre des Boers l'ont fait se brouiller avec un ami de longue date, Cecil John Rhodes. Il dénonce également l'américanisation du monde et appelle à une Europe unie. Constatant l'évolution des machines de guerre, Stead est d'avis qu'un conflit deviendra une véritable boucherie. Pacifiste, ce qui lui a valu des menaces de mort, le journaliste prend le Titanic pour se rendre à New York afin d'y prononcer un discours au cours d'une conférence mondiale sur la paix organisée au Carnegie Hall par le Men and Religion for War Movement, qui doit se tenir le 21 avril. Henry Harris voyage avec sa femme, Irene Renée Wallach. Henry est directeur des théâtres Udesson Theatre depuis 1903, Harris Theatre depuis 1906 et des Folies Bergères depuis 1911. Il est encore le président de l'Henry B. Harris Company. Henry Slipper Harper est le petit-fils d'un fondateur du journal Harper's Weekly. Il est marié à Myra Axton. Le couple revient d'une visite en Europe et en Asie. Alors qu'il était dans le Caire, en Égypte, les Harper ont sympathisé avec leur guide, Ahmad Assab, qui voyage avec eux à bord du Titanic. Jacques Futrell est un nouvelliste bien connu en Amérique. Il est l'auteur des nouvelles racontant les enquêtes de la machine à penser. Jacques Futrell fait la traversée avec son épouse May. Francis David Millet est un artiste membre de la Society of American Artists. En 1895, il est entré à la National Academy of Design de New York. Membre du comité consultatif de la National Gallery of Art, il est, depuis 1893, le directeur des décors de la World's Columbian Exposition de Chicago, dans l'Illinois. Aide de camp du président Taft, Archibald Butt a d'abord été journaliste au Louisville Courier Journal, puis a travaillé pour divers quotidiens de Washington D.C., notamment à l'Atlanta Constitution et au Nashville Banner. John Borland Thayer III est le second vice-président de la compagnie de chemin de fer Pennsylvania Railroad, qui est étroitement lié à J.P. Morgan par le biais des Vanderbilt et des Rockefeller dans le réseau Reading. Il voyage avec sa femme Marian Longstreet Morris et leur fils Jack. George Dutton Wildener voyage avec son épouse Eleanor Elkins et leur fils Harry Elkins. George Wildener a hérité de la fortune la plus importante de Philadelphie. Harry possède une collection de livres rares, notamment un exemplaire du Confessio Amantis de John Gower, ainsi qu'une Bible de Johannes Gutenberg.
La dernière acquisition, qu'il vient de faire à Londres, est une édition des Essais, de Francis Bacon. Isidore Strauss, qui voyage avec son épouse Ida, est devenu en 1888 membre de la chaîne de grands magasins Macy's, et, en 1896, avec Ida, il en est devenu le propriétaire. Politicien, directeur des magasins Macy's et de beaucoup de banques, Isidore Strauss a l'une des fortunes les plus importantes d'Amérique. À bord du Titanic, les époux Strauss reviennent seuls d'un voyage qu'ils ont débuté en début d'année avec leur fille. Souvent considéré comme le roi du cuivre, Benjamin Guggenheim est actionnaire de l'International Steamboat Company, société qui a, à son actif, la construction des ascenseurs de la Tour Eiffel à Paris. C'est également un grand amateur d'art. Le colonel John Jacob Astor, le passager le plus fortuné du paquebot, a fait construire l'hôtel Astoria, à New York, qui avoisine l'hôtel Waldorf, propriété d'un cousin. Par la suite, le complexe, qui a fusionné, a été baptisé Waldorf Astoria. John Astor a déposé des brevets de freins de bicyclette, de pneumatiques de voitures ou encore de turbines de bateaux. C'est un bibliophile qui a écrit un roman de science-fiction en 1894, A Journey in Other Worlds. Il voyage avec sa jeune épouse Madeleine Talmadge-Force. La vie à bord du Titanic se déroule comme la quelconque traversée d'un vapeur. Le paquebot taille sa route jour et nuit, laissant ses passagers se distraire à son bord. Le navire offre un summum de confort, une expérience inoubliable. L'image féerique de la classe de luxe est une parfaite réussite. En sa qualité de domestique, Berthe Leroy s'impressionne des fastes de la classe de luxe. Et la vie était vraiment belle et bonne. Il y avait un tas de choses organisées. En tant que gouvernante, naturellement, je n'étais pas mêlée à tout ça, mais j'y ai participé quelquefois avec mes patrons. C'était quelque chose d'incroyable pour moi, hein. C'était une vie que je n'étais pas habituée de voir. Le colonel Gracie rapportera. Rien n'indiquait ni ne suggérait seulement que nous fussions en train de voguer sur les flots de l'orageux océan Atlantique. De jour comme de nuit, le mouvement du navire et le bruit des machines étaient à peine perceptibles, tant sur le pont que dans les salons. Rosie Carr expliquera le plaisir du voyage. Pendant 4 jours, ce ne furent que fêtes, dîners d'apparat d'un luxe vraiment royal. Toilettes les plus somptueuses, un étalage éblouissant de bijoux et de rivières de diamants dignes d'un faste oriental. Les passagers de la classe de luxe sont distraits par le gymnase, tenu par Thomas Macaulay. Long de 13,40 m et large de 5,50 m, le gymnase propose du matériel fabriqué par la société allemande Rossel Schwarz & Company. Les passagers peuvent se livrer à la décontraction des chevaux électriques, d'un chameau électrique, de machines à friction ventrale ou dorsale. Les sportifs peuvent encore s'exercer à la machine à ramer, ainsi qu'à la machine à poids ou frapper sur un pushing ball. Enfin, ils peuvent se lancer dans une course de cyclisme, sur les bicyclettes fixes, associées à un panneau sur lequel une graduation indique la distance parcourue. Tenu par Frédéric Wright, le court de squash est une pièce volumineuse qui s'élève sur 2 ponts et atteint une longueur de 9,75 m, une largeur de 6,40 m et une hauteur de 5,64 m. Un bain turc et des bains électriques sont également disponibles. Il s'agit d'une accommodation de repos où il règne une atmosphère exotique avec sa décoration de style mauresque. Le Titanic propose également une piscine de 10 mètres de longueur et de 5 mètres de large, remplie d'eau de mer chauffée. Malgré toutes les distractions, les repas sont les événements les plus appréciés. L'époque est à la nourriture abondante. 60 personnes travaillent en rapport avec les cuisines. Les repas sont annoncés par l'Air Roast Beef of All England, joué par le clairon Peter Fletcher. La salle à manger mesure 28 mètres de large sur 40 mètres de long, et peut recevoir 550 personnes. De style jacobite, la décoration est composée de fenêtres de vitraux et d'alcôves. Il y a également un restaurant à la carte de 18 mètres de long et 14 mètres de large, décoré dans le style Louis XVI, et un café parisien, tous deux gérés par Luigi Gatti.
Les serveurs y sont français et italiens. Le Titanic dispose de 2 orchestres, l'orchestre principal de 4 musiciens dirigé par Wallace Henry Hartley, plus un trio. Le répertoire musical est très varié, des airs d'opéra aux valses, en passant par des danses diverses et autres musiques de jazz. Le navire dispose également d'une télégraphie sans fil. Pour que la veille soit permanente, 2 opérateurs radio y sont affectés par roulement de 6 heures, Jack Phillips, le chef, et son assistant, Harold Braid. Ils ne travaillent pas pour la White Star, mais sont employés par la société Marconi International Marine Communication. Le matin du dimanche 14 avril, le soleil se lève sur une belle journée. Un message TSF est reçu à 9 heures. Il a été envoyé par le Caronia et fait état d'une situation trait à la navigation qui date déjà de 2 jours. Vapeur allant à l'ouest signale iceberg, growler et champ de glace par 42 degrés nord, du 49 degrés au 51 degrés ouest, 12 avril. Le télégramme est apporté sur la passerelle et le commandant Smith en prend connaissance. Ce dimanche matin est animé par des services religieux, célébrés à partir de 10h30. Le service se déroulant dans la fastueuse salle à manger de première classe est célébré par le capitaine Smith. Un nouveau message radio est reçu à 13h42, émis par le Baltique. Avons eu vent variable et modéré et beau temps depuis départ. Vapeur grecque Athénaï rapporte passage iceberg et grande quantité champ de glace aujourd'hui par latitude 41 degrés 51 minutes nord et longitude 49 degrés 52 minutes ouest. Hier soir avons parlé avec vapeur allemand pétrolier Deutschland allant de Stettin à Philadelphie, ne pouvant plus se diriger à court de charbon, latitude 40 degrés 42 minutes nord, longitude 55 degrés 11 minutes ouest. Désire être signalé à New York et à autres vapeurs. Vous souhaite, ainsi qu'au Titanic, tout succès. Le message est remis au capitaine Smith. Quelque temps plus tard, Smith donne le message à Bruce Ismay, comme celui-ci le déclarera par la suite. J'étais sur le pont, je parlais à quelques passagers, et il m'a donné ce message, et je l'ai regardé par hasard et l'ai mis dans ma poche. Il n'a rien dit du tout. Il est parti. Le clairon du déjeuner a sonné presque immédiatement et je suis descendu déjeuner. Un autre message est reçu à 13h45. Il s'agit de l'America qui veut informer le service hydrographique de Washington DC. America passé le 14 avril en vue de 2 grands icebergs par 41 degrés 27 minutes latitude nord et 50 degrés 8 minutes longitude ouest. Puis, à 14h31, c'est le paquebot Noordam qui fait état de beaucoup de glace. Félicitations pour nouveau commandement. Avons eu vent d'ouest modéré. Beau temps. Pas de brouillard. Glace signalée par latitude 42 degrés 24 minutes à 42 degrés 25 minutes et longitude 49 degrés 50 minutes à 50 degrés 20 minutes ouest. Le message est apporté sur la passerelle. Ce dimanche ressemble au jour précédent. Rose Icard expliquera. L'après-midi du 14 avril, la musique du bord avait joué à plusieurs reprises l'Ave Maria de Gounod et la Veuve Joyeuse. Il faisait un froid glacial. Nous étions près de l'île de Terre-Neuve. Je dus descendre dans ma cabine pour me réchauffer. Un bateau avait signalé « Attention, iceberg », mais le président Bruce Ismay affirmait qu'il n'y avait rien à craindre, que le Titanic était un seul-cave. À 18h, le second officier Charles Herbert Lightoller prend son quart. Il se souvient du télégramme du Caronia affiché dans la chambre des cartes. Il demande au 6e officier James Moody d'aller calculer l'heure vers laquelle le navire pourrait rencontrer de la glace. Quand il revient, Moody annonce que le Titanic pourrait peut-être bien en rencontrer dans la soirée, aux alentours de 23h. À 19h10, le capitaine Smith réclame le message du Baltique à l'armateur. « Je veux l'afficher dans la salle des cartes des officiers de quart », explique le commandant. Un nouveau message TSF est capté, à 19h30.
Envoyé par le Californian, il est destiné à l'Antilian, et annonce: temps apparent du navire, latitude 42°3' nord, longitude 49°9' ouest. 3 grands icebergs à 5 milles de nous au sud. Le message est transmis sur la passerelle, mais l'information n'est pas utile. Le Titanic allait se retrouver à environ 50 milles à l'ouest de la position de la glace indiquée. Vers 20h50, Lightoller ordonne à un quartier-maître d'aller dire au charpentier de prendre des mesures pour que l'eau douce ne gèle pas. Le quartier-maître obéit et, environ 2 minutes après qu'il soit revenu, le charpentier arrive sur la passerelle pour rendre compte. La température est d'1/2°C. Quelques minutes plus tard, le capitaine Smith arrive sur la passerelle et discute des conditions météorologiques avec Lightoller. Les deux hommes conviennent que si de la glace venait à apparaître, ils la verraient et la reconnaîtraient à temps. Un nouveau message arrive dans la cabine radio, à 21h40. Il provient du Mesaba qui avertit. De Mesaba à Titanic et tous les bateaux allant à l'est. Glace signalée latitude 42° à 41°25' nord, longitude 49° à 50°30' ouest. Avons vu quantité de grosses masses de pack ice et grand nombre de grands icebergs. Champ de glace également en beau et clair. Le message ne sera jamais apporté sur la passerelle. Ce qu'ignore l'état-major, c'est que le Titanic se dirige droit sur une immense barrière de glace et d'icebergs qui barre le couloir de navigation sur 70 000 marins, soit plus de 110 km. À 22h, Lightoller laisse le quart à l'officier William Murdoch, et lui donne les consignes. Les rapports de glace sont évoqués, ainsi que l'éventualité d'apercevoir des icebergs. Lightoller indique que le navire pourrait entrer dans le voisinage des glaces vers 23h. Le thermomètre indique, à 22h10, 0°C. Néanmoins, une température si basse n'est en rien exceptionnelle à cette période de l'année. Dans le nid de pie, les vigies Frederick Fleet et Reginald Lee scrutent la nuit devant eux. En raison d'un remaniement de l'état-major la veille du départ, personne ne parvient à mettre la main sur les jumelles de veille. Fleet a assuré par la suite, devant une commission d'enquête qui sera constituée après le naufrage, nous aurions pu voir l'obstacle plus tôt, assez pour l'éviter. Pourtant, Fleet déclarera également voir d'abord les objets et prendre ensuite les jumelles pour s'assurer. Alors vous dépendez de votre vue pour voir, avant que vous utilisiez les jumelles, lui demanderai-on. Et Fleet d'assurer, oui. L'absence de jumelles dans le nid de pie n'affecte pas le Titanic seul. Plusieurs commandants déclareront ne pas en fournir à leur vigie. L'immense paquebot poursuit imperturbablement sa traversée inaugurale. Une à une, les lueurs de ses hublots s'éteignent. Doucement, le calme s'impose à bord du navire qui s'assoupit. Dans les fumoirs de première et deuxième classe, des joueurs s'attardent à leur partie de cartes. Normalement, les jeux sont interdits les dimanches sur les navires de la White Star, mais exception a été octroyée pour ce premier voyage. Le chef radio Phillips est interrompu dans sa transmission télégraphique par le Californian, à 22h40. Nous sommes arrêtés et entourés par la glace, télégraphie le Californian. Tais-toi, réplique Phillips. Je suis occupé. Je travaille avec Capras. Une fine brume se lève à 23h30. Puis, 10 minutes plus tard, un objet noir apparaît droit devant le navire. Il y a de la glace devant, souffle la vigie Fleet, qui fait sonner 3 coups de cloche. L'officier maudit décroche le téléphone situé dans la timonerie. Qu'est-ce que vous voyez, demande-t-il. Iceberg droit devant, répond Fleet. Murdoch réagit aussitôt. Tribord tout, ordonne-t-il au quartier-maître Robert Hitchens, et adresse arrière tout à la chambre des machines par le biais du Shadburn. Le paquebot met du temps à réagir, puis commence à virer sur bâbord. Il faut, à l'époque, ordonner de virer sur un bord pour tourner sur l'autre, sur les navires britanniques.
Le navire ne peut virer à temps et présente son flanc tribord à l'iceberg. La roue du gouvernail entre les mains, le quartier-maître Hitchens sent le navire trembler. Dans sa cabine située sur le pont C, le colonel Gracie ressent un heurt brutal accompagné d'un fracas. Daniel Bourby entend un bruit terrible. Jack Taylor, qui est sur le point de se coucher, ressent à peine le navire vaciller. Un officier considère le choc comme un impact léger qui ne lui paraît pas très sérieux. Pourtant, tout en s'effritant, l'iceberg défonce la coque immergée, faisant se séparer les plaques d'acier sur leurs arêtes. Si brèche affecte ainsi le navire sur une zone couvrant 5 compartiments et en endommage quelque peu un 6e. L'impact n'aura duré que 10 secondes. Le capitaine Smith arrive immédiatement sur la passerelle et Murdoch lui annonce la collision avec un iceberg. Smith ordonne à l'officier Joseph Boxall de se rendre dans les fonds pour effectuer une inspection rapide. Mais Boxall ne descend pas assez loin, si bien qu'il ne voit aucun dommage, et remonte sur la passerelle. Descendez et trouvez le charpentier et obtenez de lui de sonder le navire, lui déclare le capitaine. L'officier s'en va, puis quelque temps après, le charpentier arrive et indique que le navire fait eau. Puis, c'est un postier qui arrive peu après, et annonce que la salle de courrier se remplit rapidement. À l'arrêt du navire, la vapeur est échappée, afin d'éviter une surpression. Bruce Ismay a été réveillé par la collision, il a d'abord traduit la choc comme la perte d'une hélice. Dans un premier temps, il est resté allongé, puis s'est levé. Il a croisé un steward dans la coursive, qui a été dans l'incapacité de l'informer. Ismay est donc retourné dans sa cabine pour y passer un manteau, puis est monté en direction de la passerelle. Le capitaine Smith l'informe de la collision et lui fait savoir craindre que les dégâts soient sérieux. Le sentiment général est plutôt à l'interrogation, parmi les passagers. Et l'équipage n'a pas l'air de savoir grand-chose. Sortant de sa cabine, Lawrence Beasley demande à un steward pourquoi le navire est-il arrêté. « Je ne sais pas, monsieur, réplique le steward, mais je suppose que ce n'est pas quelque chose de bon. » Un membre d'équipage déclare à Nellie Wellcroft, retournez à vos lits. Aucun danger. Nous avons heurté un iceberg, fait savoir un steward à Roberta Mahoney, mais je ne pense pas qu'il y ait un quelconque danger. S'il y en a, je reviendrai et vous le ferai savoir. Le colonel Gracie est monté sur le pont, mais n'y a rien vu. Rentrant à l'intérieur, il croise tout un groupe d'hommes dans le foyer du pont A, au pied du grand escalier. On lui apprend la collision avec l'iceberg. Le capitaine Smith a convoqué Thomas Andrews pour qu'il aille faire une inspection. Après quoi, Smith se rend à la cabine radio pour avertir les opérateurs de se tenir prêts à demander de l'assistance. Après avoir étudié les dommages, Andrews rend son rapport. Le Titanic ne pourra jamais résister aux dégâts provoqués par la collision. Aux alentours de minuit, le capitaine Smith ordonne « Sortez tous les bateaux et distribuez les ceintures ». Smith retourne dans la cabine radio et fait savoir que le navire a besoin d'assistance. Sur le pont, on prépare les canots. Mais le bruit de la vapeur sous pression s'échappant des conduits rend impossible de donner des ordres oralement, si bien qu'il faut avoir recours à des gestes. Les stewards déambulent dans les coursives pour avertir les passagers. Le steward Henry Hitchens a la charge de certaines cabines de première classe situées sur le pont B, mais l'une d'elles, la B78, est fermée à clé. Hitchens a beau insister pour que ses occupants ouvrent la porte, rien n'y fait. Je veux savoir quel est le problème, s'entête de lui demander les occupants de la cabine. En deuxième classe, le steward principal John Hardy aide son équipe à réveiller les passagers, à passer les gilets de sauvetage aux femmes dont les maris sont absents, et à lever les enfants. Enfin, il fait monter les passagers sur le pont des embarcations par les escaliers.
Beaucoup de passagers de 3e classe s'interrogent, certains disent que la situation est dangereuse, d'autres estiment que ce n'est pas le cas. J'en ai entendu 2-3 dire qu'ils préféraient rester sur le bateau que d'être lancés à l'eau dans ces petites coquilles, rapportera John R. Stewart de 3e classe. En raison du froid, plusieurs passagers préfèrent se rendre dans les salles chauffées que sur les ponts. Le gymnase et le grand salon connaissent ainsi une grande agitation. L'orchestre s'est d'ailleurs réuni dans le salon et y joue de la musique. Benjamin Guggenheim a compris que le navire va assombrer. Il a alors une idée fixe, mourir comme un gentleman. Il se rend dans sa cabine et revêt d'un smoking, sans remettre son gilet de sauvetage. Les époux Strauss se tiennent en compagnie du colonel Gracie, sur le pont A. Madame Strauss a pris sa décision quant à la situation, je ne serai pas séparée de mon mari, nous mourrons comme nous avons vécu, ensemble. Sur le pont tribord, l'officier Murdoch est prêt à pouvoir évacuer des gens. Le bateau de sauvetage numéro 7 a été poussé et est maintenant suspendu dans le vide, au bout des cordages. L'officier invite les femmes à embarquer. Mais celles-ci ont peur. On autorise alors des hommes à prendre place. Moins d'une trentaine de personnes à embarquer. Comme plus personne ne se présente, l'officier ordonne la mise à l'eau du canot. Il est à peu près minuit 45. En poste sur la passerelle de manœuvre située sur le gaillard d'arrière, le quartier-maître George Rowe voit le canot à la mer. Il en avertit la passerelle. C'est l'officier Boxall qui lui répond et lui ordonne d'apporter les fusées. Boxall distingue un navire proche du Titanic. À plusieurs reprises, le commandant Smith se rend dans la cabine radio pour prendre connaissance de l'évolution de l'arrivée des secours. Plusieurs navires ont répondu, notamment l'Olympique. Mais les plus proches sont le Mont Temple et le Carpathia. « Qu'est-ce que vous envoyez » demande Smith. « CQD » répond Phillips. Brett plaisante, envoyez un SOS. C'est le nouvel appel, et c'est peut-être votre dernière chance de l'envoyer. Sur le pont tribord, Bruce Ismay tente de se rendre utile. Il voudrait que soit chargé le canot numéro 5, mais l'officier Pittman lui répond, j'attends l'ordre du commandant. Reconnaissant son patron d'après une description qu'on lui a faite, Pittman se rend sur la passerelle pour y trouver le capitaine Smith et y rendre compte de la requête, en précisant son impression qu'elle vient d'Ismay. Allez, continuez, répond Smith. L'embarquement du canot numéro 5 débute alors. Thomas Andrews prend le bras d'Eleanor Cassebir et l'emmène jusqu'au canot. Elle lui demande pourquoi il ne prend pas place et Andrews répond que c'est d'abord les femmes et les enfants. Une femme fait son apparition. Ismay l'incite à embarquer. Je ne suis qu'une stewardess, répond celle-ci. Vous êtes une femme, réplique Ismay, c'est cela qui compte. Murdoch donne le commandement du canot à l'officier Pittman. Ismay tente d'être utile, mais son comportement exaspère l'officier Harold Lowe qui ne le connaît pas. Si vous me foutiez la paix, je pourrais peut-être faire mon boulot, le dispute-t-il. Le quartier-maître Rowe arrive enfin sur la passerelle. Le capitaine, qui se tient avec l'officier Boxall, lui demande s'il a apporté les fusées. Le quartier-maître les lui montre. Le commandant donne alors l'ordre de les lancer. Les canots sont enfin prêts sur bâbord. Lightoller va trouver le commandant et lui demande « Est-ce que je dois embarquer les femmes et les enfants ?» « Oui, répond Smith, et les descendre. » Lightoller fait descendre le canot numéro 4 jusqu'au niveau du pont A, tandis que la vapeur cesse de s'échapper. Mais il ne peut procéder à son chargement en raison de baies vitrées qui sont fermées. Lightoller se rend au canot numéro 6. Les musiciens arrivent sur le pont et entament des airs de jazz. L'héroïsme de l'orchestre fera partie intégrante de la légende du Titanic. Pas un seul des 8 musiciens ne survivra. Puis, c'est une fusée qui déchire la nuit, attirant tous les regards. Madame Candy embarque dans le canot 6, sous la bienveillance d'un ami.
Mais comme il fait sombre, Madame Candy trébuche contre les rames posées sur le plate-bord et se casse la cheville. Margaret Brown parvient à dissuader une passagère de retourner chercher ses bijoux et fait en sorte qu'elle embarque dans le canot. Madame Brown veut savoir ce qui se passe ailleurs, mais quelqu'un la saisit et la propulse dans le canot qui commence à descendre. Quand le canot arrive à la hauteur du pont C, le quartier-maître Hitchens, qui en a le commandement, alerte le pont supérieur pour dire ne disposer que d'un seul marin, la Vigie Fleet. Le major Arthur Cochrane propose alors ses services. Peu après, le chef officier Henry Wald s'approche de Lightoller et lui demande s'il sait où se trouvent les armes à feu. Lightoller conduit Wald, ainsi que le capitaine Smith et l'officier Murdoch à la cabine où se trouvent les armes. Après quoi, Murdoch prépare la barque de secours numéro 1. Il y fait embarquer Sir Cosmo et Lady Duff Gordon, ainsi que la secrétaire de celle-ci et 2 autres passagers masculins. Pour compléter la barque, Murdoch fait embarquer 7 membres d'équipage. Comme plus personne ne se présente, l'officier ordonne la mise à l'eau. La barque ne reçoit ainsi que 12 personnes, alors qu'elle peut en recevoir 40. Arrivant trop tard, le steward William Burke se rend à la barque numéro 1, à laquelle il est affecté. Mais comme la barque a déjà été larguée, il traverse le pont et se rend au canot numéro 8 qu'on prépare. Une nouvelle fois, Ida Strauss refuse de quitter son mari, mais fait embarquer sa femme de chambre. Hugh Wollner propose à Isidore Strauss d'intervenir en sa faveur, mais Monsieur Strauss refuse catégoriquement. « Je n'y irai pas avant les autres hommes », répond-il. La comtesse de Rothes embarque dans le canot, dont le commandement est confié au marin Thomas Jones. Ordre est donné par le commandant de joindre le fameux navire en vue, d'y débarquer les passagers et de revenir. Pendant ce temps, plusieurs passagers de 3e classe sont canalisés, pour permettre d'emmener d'abord les femmes et les enfants sur le pont des embarcations. Mais il y a des marins qui refusent de laisser passer qui que ce soit, parmi les passagers tentant de trouver leur chemin dans les coursives. Daniel Buckley déclarera par la suite: Ils ont d'abord essayé de nous laisser dans l'entrepont. Ils ne voulaient pas que nous montions en première classe. Il y avait un passager de l'entrepont qui a essayé de franchir une petite barrière, mais un type est venu et l'a poussé vers le bas, sur l'entrepont. Le passager s'est levé et a couru vers la petite barrière. Le marin s'est sauvé et a fermé la grille derrière lui. Le type a cassé la serrure et l'a poursuivi en disant que s'il pouvait l'attraper, il le jetterait à l'océan. Cathy Guinag expliquera. Nous étions dans l'entrepont en 3e classe, et nous ne pouvions pas monter vers les ponts supérieurs. Heureusement, j'avais un chevalier servant, mon ange gardien en quelque sorte. Il a hurlé « Pour l'amour du ciel, laissez monter les femmes ». Dehors, les canots sont successivement mis à la mer. Rosica. Sur la mer tropicale, éclairée faiblement par la lanterne que tenait l'officier, je ne quittais pas des yeux le Titanic, éclatant de lumière. Sur le pont supérieur, la situation devient plus tendue. Quelques mouvements de panique éclatent même. L'officier Lowe est contraint d'user de son arme, lorsque son canot passe devant le pont A. Une panique éclate également lors du chargement du radeau C. Murdoch tire 2 coups de feu en l'air et des passagers, dont Hugh Wollner, l'aident à retirer les hommes qui lui ont pris place. On ignore exactement comment la scène s'est-elle déroulée, mais toujours est-il que c'est à bord de ce radeau qu'embarque Bruce Ismay. L'armateur a soutenu qu'il n'y avait plus personne quand il a embarqué, ce qu'a soutenu le quartier-maître Rowe, envoyé au radeau pour en prendre le commandement. Jack Taylor a rapporté qu'Ismay y a embarqué par la force, tandis que Georgette Madil aurait déclaré que l'armateur a embarqué, à la sollicitation du capitaine Smith. Non loin de là, Vauxhall envoie une ultime fusée et reçoit l'ordre de se rendre à la barque de secours numéro 2. Le mystérieux navire n'a jamais répondu.
Il sera officiellement conclu plus tard qu'il s'agit du Californian, mais de nombreux doutes subsistent. Le canot numéro 4 est largué peu après, emportant à son bord Mesdames Astor, Taylor et Wildener. Puis le radeau Angelard D est lui aussi mis à la mer. Il s'agit de la dernière embarcation à pouvoir être correctement mise à l'eau. Il reste encore 2 radeaux à bord du Titanic, mais ceux-ci seront emportés par les vagues. Thomas Andrews est vu pour la dernière fois dans le fumoir. Le capitaine Smith libère les radios et son équipage de leurs obligations. L'orchestre reste à son devoir. On ignore quelle fut la dernière musique qui a été jouée, mais la légende a retenu le cantique « Plus près de toi mon Dieu ». Harold Brett déclarera qu'il s'agit, en fait, d'une valse populaire, Songe d'automne. Reste qu'aux environs de 2h15, la passerelle plonge dans la mer. Les flots recouvrent le pont supérieur. Les hélices et le gouvernail commencent à se dresser dans le ciel. La foule encore présente à bord du navire reflue vers l'arrière. Plusieurs personnes sautent à la mer. Si, durant une commission d'enquête, Lightoller a déclaré ne pas avoir quitté le navire, mais que c'est celui-ci qui l'a abandonné, l'officier donnera une autre version dans son autobiographie. Il n'y avait qu'une chose à faire, et je le fis. Me tournant en direction de l'avant, j'ai sauté. Frappé le truc comme si le couteau me poignardait dans le corps, et pour un peu de temps, j'étais complètement saisi, car je transpirais abondamment, tandis que l'eau était de 28 degrés 4 degrés en dessous du point de congélation. Le colonel Gracie est emporté sous les flots. Jack Taylor s'éjecte lui aussi du navire. L'océan envahit la cabine radio, ainsi que le grand escalier. La cheminée avant s'effondre sur de nombreux nageurs. L'inclinaison s'accentue. Les lumières finissent par s'éteindre et un terrible bruit retentit. Rose Icare en gardera le souvenir. Soudain, l'obscurité suffit, complète vient de l'effort. Des cris, des hurlements horribles s'élevèrent au milieu des craquements du navire. Le Titanic se casse en deux. La partie avant sombre immédiatement, tandis que la partie arrière se dresse à la verticale et se positionne ainsi. Elle semble rester un instant stationnaire, mais finit par s'engloutir elle aussi. À 2h20, ce lundi 15 avril 1912, le plus prestigieux paquebot du monde a fait naufrage. Mais l'horreur n'est pas encore terminée. Plus d'1 millier de personnes est plongé dans la mer, dont la température est glaciale. Olo Sabel 7, un passager de 3e classe plongé dans l'eau, rapportera. Un homme s'est accroché à mon cou en le serrant par-dessous. Il essayait de me monter dessus, je lui ai dit ficher le camp. Bien entendu, il ne l'a pas prêté attention à ce que je disais mais j'ai pu me dégager. Un autre encore a tenté de m'agripper. Le colonel Gracie expliquera. Ce qui m'impressionna le plus quand mes yeux s'ouvrirent sur l'horrible spectacle alentour, et la foule vapeur nucléaire suspendue à quelques distances des flots au-dessus d'une vaste étendue de décombres. Ajoutez à cela, élevant vers le ciel, aussi loin que porta la vie, les sons les plus horribles jamais donnés d'entendre à un mortel. Les cris d'agonie poussés par plus d'1 millier de gorges, les lamentations fédérales de douleur, les hurlements de terreur et les suffocations de ceux qui se noyaient sont quelque chose que les survivants se souviendront jusqu'à leur dernière heure. Ruth Dodge, une passagère de 1re classe réfugiée dans un canot, s'exprimera.
La partie la plus terrible de l'expérience était les effroyables cris après que le navire ait sombré. Nous étions à 1 mille de distance, mais nous les avons entendus comme les avons entendus. Ça semblait durer environ 1 heure, bien que cela ne puisse avoir été que quelques temps seulement, parce que certains indiquent qu'un homme ne pourrait pas avoir survécu dans cette eau plus de 15 minutes. La majorité des canots ne reviennent pas en arrière. Les officiers Pittman et Boxall ne parviennent pas à faire autorité. Seul l'officier Lowe parvient à s'imposer. Mais quand il retourne sur les lieux, il est déjà trop tard. Lowe ne peut récupérer que 4 naufragés encore en vie. Mais l'un d'entre eux meurt peu après. Elizabeth Schutz, une rescapée réfugiée à bord du canot numéro 3, décrira ainsi la nuit qui s'ensuit. Le froid augmentait avec les heures et, avant l'aube, en cette heure la plus noire et la plus glacée de la nuit, l'éventualité d'un secours ne nous était pas apparue sous un aspect tangible. Le ciel ne m'avait jamais paru étinceler autant. Jamais je n'avais vu un si grand nombre d'étoiles filantes. La clarté du ciel rendait plus intense la noirceur de l'eau et notre solitude extrême au milieu de la mer. Il nous fallait attendre l'aube, et nous n'osions placer notre espoir dans le lendemain. Quand l'aube arrive, elle est porteuse de l'espérance. Un navire arrive sur les lieux, à la rescousse des naufragés. Il s'agit du Carpathia, de la Cunard, commandé par le capitaine Rostron. Le premier canot l'accoste aux alentours de 4 heures et la dernière chaloupe est recueillie à 8h30. On ne dénombre que 700 survivants. L'engloutissement du paquebot a provoqué la mort de 1500 personnes. Berthe Leroy. Le Carpathia arriva et nous recueillit à son bord. Sur le Carpathia, on nous réconforta naturellement, tant bien que mal, les rescapés transis de froid et à bout de force étaient soignés. Dans un récit qu'elle a commencé à rédiger à bord même du Carpathia, Marie Grissom rend compte. Beaucoup de survivants étaient étourdis par les horribles événements de la nuit. Pour ceux qui avaient perdu des membres de leur famille, des amis ou des domestiques, ce fut un moment douloureux. La journée était ensoleillée mais la température était basse. Toute la matinée, le Carpathia passa devant une gigantesque barrière de glace de 40 000 marins de long. Rosie Carr. Lorsque nous fûmes rassemblés dans la salle à manger du Carpathia, des scènes très douloureuses se déroulèrent. Des jeunes femmes étaient là sans leur mari, des mères sans leur fils. Une jeune mère dont une vague avait arraché son enfant était devenue folle. Des rescapés firent le récit d'éprouvés moments atroces au cours desquels s'opposèrent tous les sentiments humains. Elizabeth Schutz décrira ainsi le voyage jusqu'à New York. Les jours s'étiraient, lugubres, que nous supportions patiemment, dans l'attente de la terre ferme, et des nouvelles de ceux que nous avions perdus. Le Carpathia arrive à New York dans la soirée du 18 avril. C'est dans un brouillard que le bâtiment arrive en vue du bateau-feu de Sandy Hook. Il est 18 heures. Il est attendu par une 50aine de navires. Il y a aussi bien des remorqueurs et ferryboats, que des bateaux-pompes et des yachts qui ont embarqué de simples curieux, de nombreux reporters et photographes, ainsi que des parents et des amis des passagers du Titanic. Tout se dirige en direction du navire de la Cunard. Le capitaine Rostron avertit ses officiers qu'il ne veut personne à bord à l'exception du pilote. Quand le Carpathia stoppe ses machines pour prendre le pilote, plusieurs navires s'en approchent. Les journalistes espèrent embarquer, proposant parfois de l'argent. 5 d'entre eux, qui ont pris place sur le bateau du pilote, tentent de monter sur le Carpathia. Mais un officier les y empêche, au point de devoir donner des coups de poing à certains d'entre eux. Le Carpathia reprend sa marche et, au niveau de la Statue de la Liberté, est rejoint par un remorqueur de la Cunard. Instruction est donnée de joindre d'abord le quai de la White Star pour y débarquer les canots du Titanic que le navire a récupérés.
Le Carpathia dépasse Battery Park, là où 10 000 personnes se sont réunies pour le voir passer. Le navire remonte la rivière Hudson, toujours entouré de plusieurs bateaux. À 20h40, le Carpathia atteint les docks de la White Star et y débarque les canots du Titanic. À 21h30, le navire amarre enfin à son quai, le Pier 54. 30 000 personnes l'attendent. Une commission sénatoriale américaine se tient à partir du lendemain. Le premier témoin à comparaître est J. Bruce Ismay. Tout le monde veut savoir comment a-t-il eu la vie sauve. Le 30 avril, le ministère du Commerce britannique ordonne lui aussi une enquête. Sous la direction de Lord Mersey, les travaux du tribunal débutent le 2 mai suivant. Une série de questions a été établie afin de faire quelques recommandations en vue de favoriser la sécurité des navires et des personnes en mer. Le tribunal entend majoritairement des marins, mais également des experts, comme l'explorateur Sir Ernest Shackleton. Un couple de passagers britanniques vient également déposer. À la suite du naufrage du Titanic, l'Angleterre appelle à la rencontre pour 1914 d'une International Convention for the Safety of Life at Sea afin d'établir des règles internationales régissant la sécurité de la navigation, y compris la construction de navires, exercer une écoute de veille de 24 heures et des gilets suffisants disponibles pour tout le monde à bord. D'autres conventions sont organisées en 1929 et 1948, ainsi qu'en 1960 sous l'égide de l'International Maritime Organization. Plusieurs ajustements sont encore réalisés dans les années 70, 80, 90, ainsi que dans les années 2000. Désormais, la radio doit être en veille permanente sur les navires. Les routes maritimes ont été descendues plus vers le sud. Les canots doivent être en nombre suffisant pour pouvoir disposer d'une place pour toutes les personnes embarquées. Enfin, des exercices d'évacuation sont devenus obligatoires. À l'issue de la tragédie, plusieurs pays se concertent pour former l'International Ice Patrol, dont les opérations sont menées par les gardes-côtes américains dès 1913. La tragédie choque les opinions. Des messages de condoléances officiels sont échangés entre les gouvernements de plusieurs pays. Le drame alimente également plusieurs débats. Certaines féministes critiquent ouvertement l'ordre des femmes et des enfants en premier dans les canots. L'écrivain irlandais George Bernard Shaw critique ouvertement les journalistes qui ont décrit des récits détaillés alors que personne ne disposait de la moindre information. Cette terrible nuit alimente aussi la réflexion. Le philosophe Alain est d'avis qu'il faille enseigner l'accident et insister sur la morale. Pour Joseph Conrad, ce drame est la simple manifestation d'une folle arrogance. De nombreux monuments commémoratifs sont élevés de par le monde, pour rendre hommage notamment aux musiciens, aux mécaniciens ou au commandant Smith. Frappant l'imagination, le drame devient la source de nombreux livres. 2 ouvrages sont respectivement écrits par Laurence Beasley et le colonel Archibald Gracie. De nombreux chanteurs ont aussi été inspirés. Dès le 29 avril 1912, le célèbre ténor Enrico Caruso enregistre The Lost Chord. En mai suivant, un disque est enregistré à Londres pour aider le fonds de soutien aux familles de victimes et comporte Be British ainsi que Stand to Your Post. Outre-Atlantique, Roger Lewis et Henry Clickman composent My Sweet Year Went Down with the Ship.
Ce serait en 1915 qu'aurait été composé Titanic, plus connu sous le titre de It Was Sad When That Great Ship Went Down, devenu un classique des colonies américaines. Un enregistrement est réalisé en 1927. En 1926, Ernest V. Stoneman enregistre Sinking of the Titanic, tandis que l'année suivante, c'est Richard Rabbit Brown qui compose The Sinking of the Titanic. Sous le pseudonyme de Jeff Callum, Vernon Dallard enregistre The Wreck of the Titanic en 1927. La même année est enregistré The Last Scene of the Titanic par Frank Hutchinson. En 1932, Henry Brown joue Titanic Blues. Blind Willie Johnson crée Good Move on the Water en 1938. La même année, les Dixon Brothers chantent Down with the Whole Can. Libelli profite de l'écho médiatique pour dénoncer les injustices raciales dans un morceau intitulé The Titanic et enregistré en 1948. En 1969, le chanteur folk Jem Brockett entonne The Legend of the USS Titanic. En 1975, Gavin Briard compose The Sinking of the Titanic. Le chanteur pop-rock et rappeur autrichien Falco s'inspire également d'un Titanic de décadence en 1992. 4 ans plus tard, c'est le chanteur de variété Serge Lama qui compose Titanic. En 1998, la chanson originale d'un film sur le drame My Heart Will Go On, chantée par Céline Dion, remporte un franc succès. Le groupe de métal russe Ghosty exécute une Titanic Heroes en 2009. À l'occasion du centenaire du naufrage, Robin Guy, membre des Bee Gees, compose peu avant sa mort The Titanic Requiem qui est inauguré au Central Hall de Westminster le 10 avril 2012. La même année, enfin, c'est Bob Dylan qui compose Tempest. Le 7e art est également inspiré. Durant un siècle, les productions cinématographiques et télévisuelles s'enchaînent, permettant d'évaluer l'évolution du cinéma. Plusieurs films sont tournés dès 1912. Le premier, Saved from the Titanic, offre le rôle principal à Dorothy Gibson, une authentique rescapée. Le second, In Nachtunte Yes, est tourné la même année, en Allemagne. Le cinéaste français Louis Feuillade utilise également le drame avec la hantise. L'année suivante, le film Atlantis se base sur un roman de Gerhard Hauptmann. La critique norvégienne le désapprouve en estimant que la perte du Titanic est encore trop récente. En 1915, c'est en Italie qu'est tourné Titanic. En 1929, Ewald Andreas Dupont réalise Atlantic, l'un des premiers films parlants tournés en Europe, duquel la White Star écrit une lettre de protestation auprès du ministère du Commerce britannique. Le paquebot fait une courte apparition dans Cavalcade de Frank Lloyd en 1933. 4 ans plus tard, la fin d'History is Mad at Night, de Frank Borzage, fait écho au drame de 1912 avec le Princesse Irene, qui, dans la brume à son premier voyage, heurte un iceberg. En 1943 sort Titanic, un film nazi réalisé à la demande de Joseph Goebbels. 2 réalisateurs se sont succédés. Le premier, Herbert Zelpine, après s'être opposé à la Kriegsmarine, a été incarcéré puis retrouvé pendu. En 1953, c'est Jean Negulesco qui réalise Titanic, avec Barbara Stanwyck et Clifton Webb. 2 ans plus tard, le livre de Walter Lore, A Night to Remember, devient un succès. L'ouvrage a été rédigé d'après les témoignages de survivants que l'auteur a rencontrés. Le livre est adapté à la télévision par George Roy Hill en 1956, puis au cinéma britannique par Roy Howard Baker en 1958. Le casting comporte Kenneth More, David McCallum et Honor Blackman. Plusieurs survivants ont apporté leur aide.
Le conseiller technique est Joseph Boxall, ancien officier du paquebot perdu. La personnalité de Margaret Brown a également marqué les esprits. La série télévisée Telephone Time lui consacre l'épisode The Unsinkable Molly Brown en 1957. Une comédie musicale se joue à Broadway en 1960. 4 ans plus tard, la Metro-Goldwyn-Mayer produit The Unsinkable Molly Brown. En 1979 est réalisé le téléfilm SOS Titanic, avec David Janssen, Ian Holm et Helen Mirren. Cette version du naufrage est diffusée en Europe dans les salles de cinéma. En 1976, Clive Cussler imagine le renflouement de l'épave dans Race the Titanic. Pour la parution française, c'est l'éditeur Robert Laffont qui en fait la promotion. Le roman est adapté au cinéma en 1980, avec Alec Guinness dans le rôle d'un vieux rescapé et John Barry à la musique. Un téléfilm en 2 parties est tourné en 1996. Intitulé The Titanic, l'un des rôles principaux est attribué à Catherine Zeta-Jones, tandis que George C. Scott y incarne le capitaine Smith. En 1997, c'est James Cameron qui réalise Titanic, une superproduction de 200 millions de dollars, et qui raconte une romance entre 2 jeunes gens joués par Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Le film devient alors le plus grand succès du cinéma. 2 séries sont tournées en 2012. L'une d'elles, Titanic, est écrite par Julian Fillon. Tandis que la seconde, Titanic Blue Steel, se consacre sur la construction, avec Kevin Zegers, Neve Campbell et Alessandra Mastronardi. Enfin, un film indépendant est également tourné. The Last Signal se centre sur la cabine radio. L'épave du Titanic a également attiré les convoitises. Dès 1914, un architecte de Denver prévoit de la renflouer. En 1953, un navire affrété par la société Risdon Beasley effectue des relevés pour réaliser une cartographie sous-marine. De là naît une rumeur. La Risdon Beasley chercherait à récupérer les richesses renfermées par le Titanic. En 1966, 1967 et 1968, un certain Douglas Hawley propose plusieurs plans pour localiser et renflouer le navire. Un procédé prévoit une remontée par le biais de ballons d'hydrogène, gaz qui serait obtenu par électrolyse. Un chimiste américain fait savoir qu'il faudrait au moins 10 ans pour gonfler les ballons. En 1977, la société Big Events s'intéresse de près au fameux navire. Mais son objectif serait de le découper en morceaux pour le vendre en petits tronçons. Aucune suite n'est donnée. La même année, la société Alcoa passe un partenariat avec Woodsole Oceanographic Institution. Malheureusement, le matériel se perd en mer. L'année suivante, la société Walt Disney collabore avec le National Geographic Magazine dans le but de réaliser un film. Des fouilles sont même effectuées par le biais de l'aluminote, mais le projet finit par être abandonné. Les études préliminaires auront coûté 700 000 $ à la société Disney. La société Suez Titanic Salvage est créée en 1979, afin de localiser le navire mythique. Ses dirigeants avancent qu'il sera techniquement impossible de ramener le bâtiment en surface. Les fonds nécessaires à l'expédition ne peuvent être trouvés. Un milliardaire, Jack Grimm, se lance lui aussi dans la course. Il vend les droits de reportage à la William Morris Agency et contacte Orson Welles pour narrer le film qui sera réalisé, Search for the Titanic. Grimm organise 3 expéditions en 1980, 1981 et 1983. Mais il ne parvient pas à retrouver l'épave. C'est une équipe franco-américaine dirigée par Robert Ballard de Woodsole et Jean-Louis Michel de l'Ifremer, qui localise le navire mythique, le 1er septembre 1985. Un projet de loi tentant de préserver le site du naufrage de tout pillage est adopté par la Chambre des représentants américains en décembre 1985.
Le projet est ensuite présenté devant le Sénat US en janvier 1986 et adopté. Le projet est enfin ratifié par le président Reagan en octobre suivant. Néanmoins, cette loi n'a aucun poids sur le plan international, si bien que dès 1987, la société Titanic Venture organise des plongées avec l'Ifremer pour récupérer des vestiges parsemant le sol abyssal. La Titanic Venture lègue ses droits à la RMS Titanic Incorporated. La justice américaine reconnaît la RMS Titanic Sauveteur en possession. Depuis, les expéditions sous-marines se sont succédées. Et, au total, ce sont plus de 5000 objets qui ont été remontés des profondeurs. Mais, en 2012, la RMS Titanic cherche à revendre la collection. C'est en se basant sur un traité ratifié par 41 États en 2001 et entré en vigueur en janvier 2009, que l'UNESCO place l'épave du Titanic comme patrimoine culturel subaquatique en 2012. Le centenaire du drame est largement commémoré cette année-là. Plusieurs films, séries ou documentaires sont proposés par les télévisions de différents pays. Plusieurs services commémoratifs sont tenus dans de nombreuses villes de par le monde, ainsi que sur les lieux du naufrage. Des musées sont également inaugurés comme à Cherbourg ou à Belfast, qui a ainsi converti l'emplacement des chantiers Harland et Wolff. Chaque fois, c'est ce splendide paquebot qui est remémoré. Ce sont ces 1500 victimes qui ne sont pas oubliées. Le Titanic est ainsi devenu le paquebot qui n'en finit pas de couler. Cet événement du passé reste toujours présent un siècle après.